Sous le radar avec Pascal. On a parlé, Pascal, de plusieurs joueurs depuis le début du podcast. On a fait des petits profils à découvrir, des joueurs un petit peu plus obscurs qu'on a parlé, que tu as parlé, que tu as présenté. Aujourd'hui, c'est le top. On parle du top. On parle de Gavin McKenna, on parle des joueurs qui pourraient... Est-ce qu'il y en a des joueurs qui pourraient rivaliser avec Gavin McKenna? On va en parler avec toi, Pascal. Je sais que tu en as quand même long à dire. Je te lance là-dessus dans un premier temps pour mettre la table. Ça a été une question qui nous a été envoyée sur Patreon. Dans un premier temps, la cohorte 2026, ça dit quoi? On en a glissé quelques mots, mais on approche la liste préliminaire qui va être le prochain podcast. Yes, sir. La semaine du 10 novembre, pour ceux que ça intéresse. Le repêchage 2026, ça ressemble à quoi, Pascal? Au début de la saison, il laissait un goût vraiment de bon repêchage. Dans le fond, peut-être meilleur que l'année passée, à cause d'un top assez élite avec McKenna, Veroff, Rubrek, Stenberg, après ça, Belchess. Puis, tu sais, une des affaires qui fait en sorte qu'un repêchage baisse au niveau des attentes ou bien des projections, c'est les performances du premier au niveau de la projection, puis quand il y a un débat pour le premier. Là, Gavin McKenna a pas nécessairement un début de saison espéré au niveau offensif. Il ne veut pas y changer de contexte. Il est rendu à NCAA avec Penn State. Il joue contre des meilleurs joueurs. Ouais, pas nécessairement des meilleurs joueurs, mais dans une ligue plus mature, plus difficile physiquement, puis complètement différente de la WHL, qui est plus ouvert. Oui, plus physique, mais c'est pas nécessairement un mythe que c'est plus physique, mais plus rapide, plus ouvert, plus offensif. Donc, ça sied vraiment bien à Gavin McKenna. Là, c'est plus professionnel, c'est plus fermé, c'est plus des gros bonhommes, des plus vieux. Donc, ça y prend quand même 2-3 minutes là, avant d'avoir un bon début de saison. Il produit, oui, ça va quand même bien à ce niveau-là. On voit encore des bons flashs offensifs, un bon patin. C'est pas nécessairement le gars le plus explosif, mais il est tellement intelligent que son patin, il n'est pas déficient, dans le fond. Il va quand même bien l'utiliser. La chimie avec ses coéquipiers, c'est pas fameux encore. Il y a beaucoup de jeux qu'il va créer qui ne donnent rien. C'est un peu comme James Higgins l'année passée. Les jeux qu'il créait, ça donnait pas grand-chose. Puis cette année, pour McKenna, il contrôle le jeu, il triche beaucoup défensivement. C'est un problème, mais ça sera jamais sa force à être... c'est pas un Crosby, ça sera jamais un Crosby. Ça sera jamais un McKinnon non plus, ni un McDavid. Ou un Celebrini, exactement. Ben, on va en venir à ça. Oh! On va en venir, pas en revenir. On va revenir! C'est la première fois qu'on le dit. Puis, fait que c'est ça. C'est comme... Il faut vraiment le remettre en perspective. Ça fait longtemps qu'on attend McKenna, ça fait longtemps qu'il est vanté par certains reptiles, comme le futur McDavid, puis là, il sort vire sur un 25 cents parce que ça va pas super bien sur environ 10 matchs. Puis avec raison, parce que ça va pas comme on espérait. Là, il faut vraiment qu'il aille plus pro dans sa façon de créer des jeux, qu'il solidifie ses bases pour espérer remonter à la pente si on veut. Mais tu sais, c'est parce qu'un point par match là, pour une recrue dans NCAA, c'est pas mauvais, là. C'est loin d'être mauvais. Mais on est quand même en droit à s'en demander mieux. Donc, veux pas, McKenna, c'est un allié, c'est pas un centre. Début de saison difficile, mais pas si difficile. Mais c'était quand même c'est pas nécessairement des forces dans la ligue, là, contre qui c'est pris. Donc, on aurait peut-être aimé mieux avoir ça, avoir un peu mieux. Puis bon, ça fait en sorte que là, bon, lui, il est plus bas qu'on pensait, il est moins fort qu'on pensait. C'est pas un générationnel, finalement, peut-être. Donc, automatiquement, ça baisse les projections de ce repêchage-là. Veux pas, automatiquement, c'est ça. Donc, faut se gratter un peu la tête pour le repêchage. Est-ce qu'il est si fort que ça? Bon, donc, s'il baisse, lui, il baisse, il devrait avoir d'autres joueurs qui le challenge pour le premier overall. On n'est pas encore là. C'est pas encore... Peut-être là qu'il y a des listes qui vont y aller avec des comme Belchis ou bien Veroff ou Stenberg premier, peu importe. C'est pas vraiment important à mes yeux de savoir c'est qui est premier sur la liste des autres. Mais personne à date mérite le premier
plus que McKenna. Parce que dans le passé, McKenna a fait des affaires incroyables. Puis le début de saison n'est pas négatif à fond. Veroff, ça va quand même bien, mais il pète pas tout non plus. Rubrek, ça va pas bien. Il a vraiment pas un bon début de saison. Donc lui, il est vraiment sur la pente descendante. Je pense qu'une section sous le radar, je devrais faire plus de ça. Même sur Patreon, plus de qui descend, qui monte en ce moment. Tu sais, les hot puis cold streak. Hot puis cold streak. Pour vrai, ça serait pas mauvais, ouais. À partir de la liste préliminaire, là, une fois que la base va être établie, on y va de même, Pascal. Ça va être ça le thumbnail. Ouais. Puis, tu sais, honnêtement, dans mon hebdo CH cette année, ma rubrique, là, ma chronique là, qui parle des prospects du Canadien, j'essaie de la faire à chaque semaine, mais je m'impose pas de la faire à chaque semaine. Non. Mais j'ai commencé à faire ça, puis j'haïs pas ça. Les froids et les chauds. Ben oui. Parce qu'il faut parler en français, tu sais. C'est important. On va faire ça. Fait que, ouais, c'est une bonne idée. Une petite note. Petite note, me l'ai noté. Après ça, Ivar Stenberg, ça fait plusieurs. Je pense que j'ai déjà parlé dans le podcast sous forme de texte aussi. Puis en fait, il y a un texte, ça fait environ 3 semaines que je devrais faire, que j'ai envoyé des questions aux deux Simon. Mais j'ai pas pris le temps de l'écrire, là, c'est le texte, mais ça en parle un peu. Ivar Stenberg joue très bien à SHL, mais c'est pas le plus gros. Il joue vraiment en périphérie. C'est pas un style qui se transpose très bien en Amérique du Nord. Fait un peu penser à Zadina. Donc, Red Flag, à ce niveau-là, mais il demeure très pertinent pour un top 5 pour une équipe de la Ligue nationale de hockey. Est-ce que je vais avoir top 5? On verra. Après ça, Tynan Lawrence, il vient de commencer sa saison. C'est un espoir qu'on aime bien. Un peu plus dans le profil à Caleb Desnoyers. C'est pas de Caleb Desnoyers, mais c'est dans le sens que c'est un centre qui est bon dans les deux sens, qui n'est pas nécessairement une projection offensive dans le top, mais très, très professionnel. Puis il y a Ethan Belches, 6 pieds 5, 230 livres ou ish. Besoin d'assurer auto, maison ou véhicule de loisirs? Pour protéger ce qui vous fait vibrer, Probatio Assurance, c'est le nom à retenir. Partenaire autorisé de Beneva, ils trouveront la bonne assurance qui répondra à vos besoins sans casse-tête. Demandez une soumission dès maintenant par téléphone au 1-844-792-8914 ou en ligne au approbatio.com. Les informations se retrouvent dans la description de l'épisode et la ligne téléphonique a été créée simplement pour les auditeurs du TSLH Podcast. Donc, pour une prestation de service VIP, Probatio Assurance, c'est le nom à retenir. Bon podcast. C'est pas mal les 5, 6, 7 joueurs qui pourraient espérer être dans le débat, mais il n'y en a pas un maudit qui mérite nécessairement d'être mis premier. Je pense que le seul qui pourrait peut-être, ça serait Belches, mais il est loin d'être parfait, Belches. Il est 6 pieds 5, c'est un allié aussi. Il est physique, mais pas tout le temps. Il a surtout un tir. Sa création de jeu n'est pas parfaite non plus. C'est le typique joueur dont on se demande s'il domine à cause de son physique ou il domine à cause du talent. C'est vraiment le typique joueur, puis il joue dans une équipe qui passe la gratte à tous les matchs. Fait que, tu sais, si Belches avait joué dans NCAA, qui s'était mis dans une situation difficile comme McKenna, peut-être que, puis mettons, il y avait un meilleur début de McKenna ou assez similaire dans une division plus difficile, on aurait peut-être pu avoir une petite discussion à ce niveau-là. Mais pour l'instant, c'est non. Fait que, fait qu'il n'y a pas de débat, mais tout est là pour qu'il y ait un débat. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, j'allais dire. Tu sais, je t'écoute depuis tantôt, puis je suis allé sortir la liste de repêchage 2025. Tu sais, tu as parlé de James Higgins, puis tu sais, James Higgins, c'était comme un droit acquis qui était numéro 1 dans les listes au début de la saison. Mais on l'avait un peu tout souligné aussi, là, que la porte était quand même ouverte parce que Higgins, en début de saison, c'était correct, mais on se serait peut-être attendu à plus. Puis tu sais, finalement, les Schaefer, Missa, il y a eu Frondell, Desnoyers, Brady Martin puis Porter Martin qui ont sorti avant James Higgins. T'sais, Martin qui est un gars qui a
qui Tout le long a de la monté saison, sa il a cote monté. à la fin de la saison. À cause de son surtout, là. profil. Puis, Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des gars comme Missa, puis Desnoyers, Schaefer, tu sais, c'est ça, la porte était ouverte et ils ont sauté dedans. Là, de ce que je comprends, c'est que présentement, la porte est ouverte, mais le monde se tient un peu plus dans la rue. Là. Ils mettent pas le pied vraiment dans la porte pour l'instant. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est parce que veux pas, là, l'historique de McKenna est assez incroyable. Là. Tu sais, c'est la production qu'il avait dans les années passées, son talent à l'international aussi. Tu sais, on voit ce qu'il est capable de faire avec une rondelle. Mais le step NCAA est difficile. Il se met sûrement énormément de pression, là, on va se le dire. Ouais. Là, tu sais. C'est sûr et certain que ce gars-là, il dort pas bien le soir des fois. Là. Mais c'est ça. Fait qu'il faut vraiment lui donner le temps. Comme on l'a fait un peu que certains, ou l'ont fait avec James Higgins, en novembre, Schaefer était premier. Je pense qu'Higgins, j'avais 2 ou 3, je me rappelle plus. Il faut que j'aille voir ma liste. Mais tu sais, Schaefer était premier. Dans nos discussions à l'interne, c'était dès début septembre, mi-septembre. On n'a pas de facture nécessairement parce que j'avais une liste en août, je pense que j'avais publié, puis Schaefer était 5e. Mais dès le début de la saison, avec les tournois et tout, c'était comme, ben là, non, c'est Schaefer. Je pense que c'est vraiment au début octobre. Je dirais pas en septembre parce que je commencerai pas à dire des affaires que j'ai pas de facture. Là. Mais début octobre, avec les matchs de Higgins, puis ce que Schaefer avait offert comme performance à son retour de blessure. Ou à son retour de mononucléose. Mononucléose. C'est la blessure venue. Ouais, c'est la blessure venue plus tard. Bref. Fait que c'est ça. C'est un peu le même contexte que l'année passée ou presque. C'est-à-dire que, déçoit un peu, mais les autres, on n'a pas encore assez de données pour justifier dans Skyrocketer 1 sur le premier, mais il y a quand même des profils intéressants. Dans ça, mais il n'y a pas de Matthew Schaefer qui va faire boing. J'aime bien Chase Reed, j'aime bien Veroff. Veroff, le profil pourrait le mettre premier overall. Mais est-ce que tu veux vraiment passer à côté de McKenna? Ben, écoute, pour Veroff, je suis pas sûr encore. Je te pose la question, Pascal. Si Keaton Veroff reste dans la CHL, est-ce que tu le placerais premier? Parce que c'est sous-entendu qu'il produirait plus c'est sûr dans la CHL. Parce que clairement, tu sais, McKenna, présentement, nous démontre ce que plusieurs soulevaient comme débat au sujet de la puissance de la NCAA versus la CHL. Gavin McKenna nous démontre présentement que la NCAA, c'est tout qu'un step pour un jeune de cet âge-là, présentement. Oui. Puis malgré le profil de McKenna, mais tu sais, Keaton Veroff, il joue en sacrament. Il joue vraiment bien, mais sa taille, sa position, l'exposure l'expose moins que McKenna qui avait des attentes vraiment élevées. Tu sais, même si Veroff était vu comme lui qui pourrait peut-être dépasser McKenna, tu sais, il y a 2 mois, c'était vraiment cavalier de dire ça. C'était comme un peu se magasiner un hot take pour plus tard, une fausse facture pour plus tard pour pouvoir se bomber le torse. Mais là, en ce moment, il est dans la conversation, mais est-ce qu'il en fait assez? Non, il n'en fait pas assez pour l'historique de McKenna. C'est vraiment tannant de se débarrasser de la réputation d'un joueur dans ton évaluation, comme Shane Wright, comme James Higgins l'année passée. Ça a été plus facile pour Higgins, plus difficile pour Shane Wright à cause de la pandémie. Puis ça va l'être bien plus pour McKenna. Parce que tu veux pas te tromper, là. Sur ta liste, si tu ne mets pas premier, puis en fin de compte, dès l'an prochain, il y a une explosion offensive parce qu'il va chercher un peu plus de vitesse, un peu plus de poids. T'es con. C'est toi qui es con. Mais tu sais que Veroff va probablement jouer sur un top 3, voire top 2, peut-être même premier défenseur d'une équipe de nationale de hockey. Belchess va jouer sur un top 6. Peut-être sur un premier trio comme étant vraiment un power forward assez responsable quand même, puis un bon tir. Donc, il y a quand même, tu sais, toutes les listes, toutes les que je t'ai donné comme profil, si on veut, vraiment basic, là, one-liner, s'il n'y a pas un profil qui est pareil ou presque. C'est ça qui est le fun. Ça, c'est vraiment un draft le fun pour ça. Un draft aussi challengeant que celui de l'année passée?
Ben, C'était souvent un mot qui sortait dans vos discussions l'année passée, c'est moi qui... je le trouvais challengeant parce qu'il manquait de talent un peu. Donc, c'est de se sortir du consensus, souvent, qui quand ça manque de talent, on dirait que c'est plus facile, mais c'est pas si plus facile, parce que le talent, elle veut pas, c'est ce qu'il y a dans le consensus, des fois. Là, cette année, il y a quand même beaucoup de talent. Est-ce qu'il y a 30 joueurs qui méritent d'être en première ronde? Non. C'est le fameux discours que Saint-Lô va dire souvent, puis que... Ça, c'est l'empreinte Saint-Lô. Ça, c'est vraiment Saint-Lô. Là. Je m'en inspire un peu dans ce genre de recul-là. C'est qui vaut vraiment un choix de première ronde là-dedans? Puis ça permet vraiment de te monter souvent ton top 20, ton top 25, ton top 15. Cette année, l'année passée, mettons, à la fin de l'année, j'avais 20, 22 joueurs que je pouvais dire première ronde. Cette année, je pense qu'il y en a un peu plus. Vraiment un peu plus, puis de meilleure qualité. Mais c'est ça, tu sais... il semble pas y avoir de Celebrini cette année. Celebrini, on le voyait comme ça va être un joueur de 80 points, très très complet, puis assez physique, qui va partout. Et il commence à être pas mal plus que ça. Là. il commence c'est parce que là, il démontre des affaires. Là. Celebrini, les comparaisons avec Crosby deviennent de plus en plus tangibles. Oui, mais avec la meilleure version de Taze, avec tout, là, c'est une meilleure version de Jonathan Taze, c'est comme, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qui vont en son sens. Puis, tu sais, on le voyait pas si hot que ça, Celebrini, quand même, tu sais, on l'aimait beaucoup. Mais là, ce qu'il fait, puis le niveau qu'il y a eu dans NCAA, tu fais comme, OK, c'était pas si facile que ça. Tu sais, Fenty, physique, a vraiment aidé Fenty, puis l'équipe. Celebrini, oui, l'équipe, mais c'est Celebrini qui faisait la différence chaque soir dès le jour 1 de la saison. Donc, tu sais, dans un repêchage, on dit souvent comme Caden Goulet était un joueur baromètre un peu fataliste, là, de plus ou moins que lui. Là. Ben, Celebrini, sa performance à NCAA va aider un peu à évaluer un draft pour un high pick, dans le fond, pour un attaquant surtout. Là. On va se baser sur ce que Celebrini a fait pour évaluer McKenna. T'sais. Exact. Même si c'est pas la même NCAA en ce moment parce qu'il y a vraiment des meilleurs joueurs à cause de la CHL. Ouais. Mais tu veux pas tous les meilleurs joueurs connaissent pas nécessairement des bons débuts de saison sauf Porter Martin. Fait que tu sais, on commence à penser que les gros gabarits puis les gars qui sont un peu plus physiques ont pas mal plus de facilité dans la NCAA. Donc, ça s'y est plus au hockey professionnel. Fait que c'est ça, c'est une année assez spéciale à cause de ça. Il y a quand même beaucoup de joueurs à NCAA, donc... C'est plaisant. Je te donne la chance, Pascal, de laisser une facture rapidement dans la saison. On est le 3 novembre présentement. Je te pose la question. On parle du top du repêchage. On va clore le segment sous le radar avec cette déclaration au choc que tu vas t'apprêter à nous offrir. J'ai aucune idée qui tu vas me répondre, en fait. Je pense que tu sais même pas où c'est que je m'en vais. Question. Je vais sûrement te donner 3 noms, comme je fais tout le temps. Je suis convaincu que tu vas m'en donner 4 ou 5. L'identité d'un joueur qui pourrait se frayer, selon toi, un chemin vers le top du repêchage, un joueur qu'on s'attend peut-être moins, mais qui pourrait se frayer un chemin vers le top du repêchage. Les réponses faciles, quand j'en ai déjà parlé, il y aurait Shilov puis Chase Reed, que vous savez que j'aime beaucoup dans ce repêchage-là. Shilov, il va falloir qu'il démontre un peu plus de physique puis d'attitude comme l'année passée en USHL. Et Chase Reed, ça va super bien en OHL avec les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. Mais je vais y aller avec William Atkinson, défenseur de 6 pieds 4, 207 livres. On a parlé d'ailleurs au début de la saison dans Sous le radar. Et il baisse pas dans mes analyses, ce joueur-là. Je l'aime beaucoup, ce défenseur plus défensif, mais très physique, qui est vraiment dans le moule professionnel. Donc, à mes yeux, il est pas loin d'être dans le top 2, mettons, au niveau des défenseurs. Veroff, c'est ça qui est vu plus haut. Mais t'as Ryan Ling, t'as Daxon Rudolph, t'as Carson Carrolls, t'as Chase Reed, Malte Gustafsson, qui sont vus pour la première ronde. Ben, j'en vois peut-être juste deux qui sont devant lui, peut-être. J'ai pas encore monté ma liste, là. Mais il pourrait être dans mon top 10 dans le repêchage dès là, parce que je trouve que son profil
fit en maudit avec la nouvelle NHL, parce qu'il bouge quand même bien aussi. Puis un des très bons défenseurs pour faire des bris de plaqué. Quand il se fait plaquer en fond de territoire, il fait juste un petit mouvement de hanche ou d'épaule avec le patin bien planté dans la glace. Puis peu importe l'élan de l'autre, c'est lui qui va gagner. Fait que bon, c'est que je l'avais dit, là, tu l'adorerais, ce joueur-là. Ça commence à me tenter, là, la façon que tu en Ouais, parles. ben, comme on a fait avec William Forsberg, ça serait quand même drôle de faire juste une fois de temps en temps, parce que je veux pas que tu scales, parce que tu veux pas te faire de choses, mais une fois de temps en temps, on choisit un joueur, puis tu vas le voir 2-3 matchs, peu importe, puis on en parle. Un joueur déjà vu dans notre podcast ou whatever, là. C'est intéressant quand même. On note ça, hein? Mais on a quand même beaucoup d'affaires à parler. Oh, ouais. Oh, oui, ça, c'est sérieusement, là. Ça, c'était fun, ça. Yes. Merci, Pascal. C'est le segment Sous le radar. Toujours un plaisir d'entendre tes analyses.